Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Grand Jury. Le Grand Jury ce soir reçoit M. Alhamdou Ag Ilien. Il est président de Tamouzok Alliance pour la paix et la concorde APC. En tamashek, Tamouzok veut dire vivre ensemble. Il faut noter aussi que Excellence Alhamdou Ag Ilien est l'actuel ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Mais aujourd'hui, il est là en tant que président de l'association Tamouzok. La précision est de taille. Donc avec lui, ce soir, nous allons parler de l'association Tamouzok, les principes fondateurs, les objectifs, les actions déjà faites, les perspectives et les différentes positions de l'association par rapport à beaucoup de situations au Mali. Donc nous disons bonsoir à M. Alhamdou Ag Ilien. Bonsoir ici dans le studio de Renouveau TV. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Avec moi ce soir pour vous interroger, M. Abdraman Keita, toujours fidèle au poste. Donc, il est le directeur de publication du journal Les Témoins. Abdraman, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Merci. Avec les Ramadan, ça va? Ouais, ça tient. Dieu merci. J'ai dit aussi M. Chana Takiou, il est là, il est le directeur de publication du journal le 22 septembre. M. Takiou, bonsoir. C'est ta première émission en tant que président du grand jury. Il faut ajouter El Haj Chana Takiou. Autant pour moi, El Haj Chana Takiou. El Haj Chana Takiou. El Haj Chana Takiou, bien noté. Moi, j'ajouterai une fois El Haj. T'as une fois, hein? Merci. Ok, merci beaucoup, M. Takiou. Merci beaucoup à toi. Donc, comme je l'ai dit, M. Aguilien, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'association Tamouzok. On a entendu, on a dit l'Alliance pour la paix et la concorde. Tamouzok, d'abord, ça veut dire quoi? Quelles sont les motivations qui ont conclu à la création de Tamouzok? Merci bien. Permettez que je vous remercie pour m'avoir invité, ainsi qu'Al-Haj Keita. Et je salue vos téléspectateurs et auxquels je souhaite Ramadan Mubarak. Tamouzok est une association qui a été créée à partir du 5 novembre 2024 par un ensemble de Maliens de toutes les sensibilités pour participer, n'est-ce pas, à l'élaboration de la concorde et de la paix au Mali. Concorde, en ce sens que la concorde, on l'a fait, la différence entre la concorde et le vivre ensemble, et la réconciliation, c'est que la concorde, on l'a fait après un conflit. Donc nous avons pensé qu'il y a un conflit dans ces pays. Il y a beaucoup d'associations qui font la même chose, telles que Irganda, Djina Dogon, Tabital Poulakou et les Berabiche, beaucoup d'autres associations. Mais nous avons vu aussi qu'il y avait notre place et on tient à l'occuper pour vraiment participer au processus de paix. Monsieur Keita. Oui, effectivement, traditionnellement, dans ce grand jury, quand vous êtes tout nouveau, il y a une tradition de dire d'abord ce que nous pensons de la présence de notre invité. Le nouveau président va beaucoup apprendre. Qui a été transgressé. Nous, d'abord, je voudrais commencer par vous souhaiter vous-même un bon retour au grand jury, puisque vous l'avez déjà connu par le passé dans une position différente. C'est vrai. Ouais, vous étiez ici à côté de moi quand le grand jury commençait. Merci beaucoup. Je pense qu'en réalité, vraiment, la présence de M. Aguilien est à louer. Comme vous l'avez présenté, qu'en tant que vraiment ministre, il est quand même ministre de la communication, donc c'est un confrère. Nous sommes tous du même domaine, il gère notre secteur. Et vraiment, c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir ici en tant que ministre, puisque ça veut dire qu'il a la mesure de ce que nous considérons aujourd'hui comme un respect des libertés et vous voyez, de tout ce qu'il y a comme liberté d'expression que parfois avoir donc le ministre de la communication chez nous ici, c'est un grand symbole pour nous, vraiment, très sérieusement. Ça veut dire que nous avons un ministre qui a vraiment une grande considération pour ces libertés-là et pour tout ce qui nous préoccupe. Bon, ceci dit, peut-être que je vais passer aussi la parole à Chana. J'ai l'habitude aussi d'introduire par la même chose avant de commencer. Ouais. Antoine, il est tout nouveau président, il a tout à apprendre. Hein. Okay. Oui, monsieur le président, recevoir le ministre de la communication au niveau du grand jury, comme Abdraman l'a dit, c'est un grand honneur. C'est aussi un soutien par rapport à la presse, par rapport au renouveau. Quand notre ministre de tutelle lui-même, accepte de venir au sein de notre télévision et se soumettre à nos questions, je pense que c'est un pas à saluer. C'est un pas à saluer.
Nous l'avons aujourd'hui en tant que président d'association. Demain, nous souhaiterions l'avoir en tant que ministre de la République. En tant que ministre de la République. Et je pense que ça va venir. Parce que les questions de la nation sont là. Oui. Cela dit, je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, demander au ministre lui-même de se présenter à nos téléspectateurs qui est Alhamdou Ilien, votre parcours scolaire et professionnel, avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci bien. Je souhaite bon vent au nouveau président. Merci beaucoup. C'est bien et je souhaite aussi qu'on puisse vraiment continuer toujours à venir à Renouveau ici pour parler, et parler pas qu'à Renouveau seulement, à toute la presse malienne dont le sort nous tient beaucoup à cœur. Donc je vais saluer vos deux confrères et vous-même pour vraiment la qualité de l'émission et puis tous les efforts qu'ils ont fait. Ils ont quand même lutté beaucoup avant d'être là. Donc j'espère aussi qu'ils vont inspirer les jeunes générations de journalistes. Moi, je m'appelle Alhamdou Aguilian, je suis né en 1963 à Kidal et donc je suis diplômé de l'École nationale d'administration. Je suis administrateur civil, membre du corps préfectoral. Donc j'ai été directeur de projets, des programmes, je suis fonctionnaire de l'État du Mali. J'ai été, on peut dire, directeur de programme de développement, gouverneur de région à Kidal, consul général du Mali au Soudan, ambassadeur du Mali au Niger, gouverneur de la région de Nyuru, du Sahel, et c'est de là-bas que je suis venu au gouvernement comme ministre des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, où j'ai révolté une première fois, et puis une troisième fois, j'ai rechuté maintenant au ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, où je suis à mon deuxième revolving. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez dit, vous êtes natif de Kidal. Il y a un problème à Kidal jusqu'aujourd'hui. Depuis des années, on ne parle que de votre région. Kidal. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Bon, mais vraiment, en tant que président d'association, je ne pourrais que donner un avis personnel. Je pense que c'est ce que vous me demandez. Kidal est une région, comme une grande partie du nord du Mali, habitée par des populations nomades, qui nécessite une administration appropriée, n'est-ce pas? Et malheureusement, lorsque nous partions à l'indépendance, vous savez, on ne contrôle pas les nomades comme on contrôlait des sédentaires. Donc, partout dans le monde, quand il y a des populations nomades, et il y a toujours des difficultés un peu avec les sédentaires, ne serait-ce qu'au niveau des modes de vie économiques. Ce n'est pas dans le cœur. Le mode de vie économique même fait que le nomade qui est propriétaire des troupeaux, souvent a des problèmes avec des sédentaires qui sont des propriétaires de champs. Donc il y a un antagonisme psychoculturel qui est là, qu'il fallait vraiment étudier pour trouver une administration appropriée. Malheureusement, en 1960 et en 1962, jusqu'à 1963 d'ailleurs, lorsque nous sommes partis dans les indépendances, et il y a eu la construction de la nouvelle souveraineté de l'État du Mali. Et donc, le colonisateur en partant était parti avec ses habitudes, et donc la République du Mali socialiste était venue avec elle aussi ses habitudes, son ambition de construire une souveraineté nationale unique, et vraiment il y a eu des difficultés, normalement on pourrait dire avec les forces de défense et de sécurité, essentiellement les gardes-goum de l'époque, qui avaient eu des problèmes avec la population locale, et c'est parti de là. Donc le président Modibo Keïta même l'a reconnu en 1963 quand il est venu. Il a parlé qu'il y avait des renégats, c'est vrai, mais qu'il y avait aussi des modes de vie à adapter et des habitudes à supprimer et des nouvelles améliorations à apporter. Et donc c'est dans ce sens qu'il a pris des mesures pour ouvrir des écoles, ouvrir la SEMIEX, construire une maternité et faire beaucoup de choses. Voilà, c'est à ce stade-là, voilà un peu ce que je pourrais dire. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous venez de le dire, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le même domaine que vous. Quels sont les enseignements que vous tirez des processus de paix, puisque vous êtes dans le domaine de la paix, les enseignements que vous tirez des processus de paix antérieurs, précédents, et quels sont vos espoirs de réussir là où les autres n'ont pas réussi? Je ne peux pas dire qu'ils ont échoué, mais n'ont pas réussi. Non, en fait, le processus de paix, il n'y a pas une façon standard. Et puis personne seul ne peut avoir la prétention de régler la paix.
La paix, c'est l'ensemble des Maliens qui vont le régler ensemble. Chacun doit apporter sa contribution. Et c'est ce que Tamazok fait. Irganda a fait beaucoup de choses, les Djina Dogon ont fait beaucoup de choses, Tabital Poulakou, les Berabiches, l'Alliance des Berabiches. Et l'Alliance des Imouchek. L'Alliance des Imouchek, oui, bien sûr, je ne peux pas les citer tous, j'en oublierai, mais ils ont tous travaillé, chacun a fait ce qu'il peut. Les notabilités, les chefs de fraction, les chefs de village, des quartiers, les journalistes, beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, tant que le processus est là, tant que, en tout cas, la paix reste fragile, ou tant qu'il y a une absence de paix, tant qu'il y a nécessité de cohésion, les Maliens se lèveront toujours pour, à un moment donné, venir apporter leur contribution jusqu'à ce que le peuple malien arrive à mettre fin à cette vraiment crise qui nous a beaucoup éprouvés. Et c'est le cas de Tamazok. Tamazok vient justement, n'a pas la prétention de pouvoir régler le problème. Nous avons respecté, si vous avez suivi un lancement, nous avons respecté les saliers, le travail de nos prédécesseurs. Nous venons en appoint. Et d'autres viendront un jour et nous sommes prêts à être en coordination pour travailler avec eux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous tirez, les enseignements que vous tirez vraiment des processus antérieurs? Parce que vraiment, c'est très important, parce que pour œuvrer, comme vous l'avez dit, pour contribuer, il faut savoir déjà ce qui s'est déjà déroulé, avoir une certaine compréhension, une certaine maîtrise par l'ensemble de la mesure de ce qui s'est déroulé. Quelles mesures prenez-vous? Quels sont les enseignements que vous avez tirés des processus de paix antérieurs? Ça se donne. De deux, quelle est la particularité de votre touche parmi tant d'associations qui existent, vous en tant que Tamazok? L'enseignement que je tire, effectivement, c'est que les processus de paix précédents ont fait beaucoup de choses, mais n'ont pas achevé le processus. Je me suis dit aussi qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons depuis au moins 40 ans, un processus de paix ne doit pas être fixe. On ne peut pas dire on a fait l'accord, on a réglé le problème, on a fait l'accord de Tamaracet, c'est réglé. Ça doit être évolutif. C'est-à-dire que la République du Mali, comme toutes les républiques dans cette zone-là, doivent savoir que nous sommes dans une zone de contact entre deux civilisations. Le Sahara est un contact entre deux civilisations. La civilisation maghrébine et la civilisation aussi du Sahara. Et ce qui fait qu'il y a de temps en temps des façons cycliques, à cause des intérêts géostratégiques des grandes puissances aussi, de l'évolution du monde aussi, il y a de temps en temps des éruptions, n'est-ce pas, des périodes d'incompréhension. Ce que je tire, c'est qu'il faut falloir accompagner et mettre une veille permanente, n'est-ce pas, pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, et anticiper sur les conflits avant qu'ils ne naissent. Ça, c'est la principale chose que nous tirons au niveau de Tamazok, c'est qu'il ne faut pas dire qu'on a réglé un problème, on a réglé 50 personnes, tout. Non, c'est une zone où il y aura régulièrement, n'est-ce pas, à cause des mains étrangères. Vous savez, vous suivez la presse actuellement, ce qui s'est dit. Souvent, il y a la une de certains journaux qui n'est pas naïve. Il faudrait se dire que nous sommes dans une période où il faudrait anticiper. Et malheureusement... Est-ce que vous pensez que la paix, on parle de paix... Je suis là en tant que président. Monsieur le président de Tamazok, monsieur le président, est-ce que vous pensez que la paix peut venir des communautés? Parce que vous avez cité Irganda, Tabital Poulakou, les Dogons. Donc des associations à caractère ethnique, voire communautaire. Est-ce que vous avez la conviction que la paix ne pourrait être une réalité qu'en passant par les communautés? Non, pas du tout. La paix viendra d'abord, le principal acteur, c'est l'État. C'est l'État qui crée la paix, c'est l'État qui crée les conditions de la paix, c'est lui qui a les moyens de savoir, d'anticiper, d'accompagner et d'achever le processus de paix. Les communautés ne feront que, comme les associations comme Tamazok, ne feront que accompagner et participer. C'est pour cela que nous, au niveau de Tamazok, nous avons dit que nous ne sommes pas là pour faire, si vous voyez nos textes, on dit toujours on contribue, on appuie, on assiste, on participe. C'est l'État le principal acteur. Parce que c'est les griefs qui sont faits. La guerre qui est menée, elle est menée à l'État. Les griefs qui sont faits au niveau national et international sont faits à l'État. Même les manipulations extérieures, c'est contre l'État ou pour l'État ou en faveur de l'État. Donc nous pensons que dans ce processus de paix, les acteurs principaux sont les communautés. Les Peuls, les Soraï, les Touaregs, les Bougons. Parce que c'est dans ces zones-là, on peut dire qu'il y a des difficultés, il y a des différends, il y a des conflits, il y a le terrorisme qui sévit dans ces zones géographiques. Pourquoi forcément il faut passer par ces communautés pour la résolution de ce conflit? Non, les communautés sont incontournables, mais elles ne peuvent pas être l'acteur principal. L'acteur principal, c'est l'État. Mais vous ne pouvez pas faire la paix dans un village sans les villageois, comme vous ne pouvez pas faire la paix dans une communauté sans les communautés. Si l'État n'existe pas, parce que l'État n'existe pas en même endroit. Et ce sont les communautés elles-mêmes, entre elles,
qui travaillent et qui collaborent même souvent avec les djihadistes. Oui, l'absence de cet État-là, est-ce que ça ne donne pas une force aux communautés, voire aux djihadistes eux-mêmes qui font des deals avec les mêmes communautés? Non, je vais nuancer. Ce n'est pas que l'État n'existe pas. L'État est affaibli dans certaines zones. Il a été affaibli parce que partout aujourd'hui, vous avez des préfets, des sous-préfets. En tout cas, même si certains ne sont pas encore en poste, ils ne sont pas loin. Donc l'État est affaibli. Mais l'État a été affaibli justement par ces conflits, n'est-ce pas? Par ces attaques contre lui. Parce qu'il y a une visée principale, c'est d'affaiblir les États postcoloniaux et les déstructurer. Ça, c'est vraiment une démarche. Nous, on est convaincus de cela. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des leaders locaux qui essaient de se mettre en phare. Mais ce qui est sûr, on a vu de 90 à maintenant que les communautés peuvent participer à la paix, mais elles ne peuvent pas faire la paix. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, votre touche, Tamouzok? Quelle pourrait être votre contribution pour la paix? D'abord, notre volonté de paix, parce que nous sommes des vivants de ces pays-là, et puis nous sommes pour la plupart des gens qui sont influents dans ces zones. Je ne parle pas de moi particulièrement, mais à Tamouzok, nous avons beaucoup de personnes ressources qui sont très influentes dans la zone. N'est-ce pas? Nous pouvons véhiculer le message de la paix, amener la concorde dans les cœurs des esprits des gens. Nous contribuons. Nous ne pouvons pas régler essentiellement tous les problèmes, mais nous pouvons contribuer. Et aujourd'hui, si vous voyez un peu sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a beaucoup de messages négatifs. Et il n'y a pas en face toujours de messages positifs pour les combattre. Il faut déstructurer les mensonges. Aujourd'hui, on est en train de vendre des histoires aux gens. Ici, excusez-moi du mot. On est en train de dire, par exemple, que l'État n'a rien fait au Mali. On est en train de dire que l'État a tort, que vous écoutez la presse nationale et internationale. Il n'y a pas de relais. Il faut avoir aussi des relais crédibles. Et nous, Tamouzok, nous avons des hommes crédibles parmi nous, n'est-ce pas? Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jaloux. Nous avons beaucoup d'hommes crédibles qui sont capables aujourd'hui d'aller parler. Et vous les avez vus déjà, après notre lancement, beaucoup ont parlé. Au niveau des médias, nous avons fait des vidéos, nous avons fait parler beaucoup de notables qui sont écoutés. Ils ne sont pas écoutés de tout le monde, parce que quelle que soit la personne que vous amenez, elle a des adversaires. Est-ce qu'il est possible de parvenir à la paix en vous inscrivant dans une logique de concurrence par rapport aux autres, à ceux que vous désignez comme étant des gens, des vecteurs du mauvais message contre l'État? Parce qu'en réalité, si vous voulez être cette force tampon-là, qui cultive la paix dans la société, il faut que vous soyez vraiment des interlocuteurs vraiment de confiance vis-à-vis des autres protagonistes de la crise malienne. Mais en vous entendant dire qu'il y a des vecteurs du mensonge contre l'État, on a comme l'impression que vous êtes un instrument de l'État contre les autres protagonistes qui sont les protagonistes de la crise malienne. Nous n'avons aucun complexe de parler de notre collaboration avec l'État. Dans un pays, tout se fait avec l'État, tout tourne autour de l'État, même les privés, même les entreprises privées. Sauf que parler, quand on est un instrument, un vecteur de la paix, on doit pouvoir parler, de collaborer avec tout le monde, pas seulement avec l'État, mais aussi avec les autres protagonistes. Quelles sont vos chances d'être écoutés par les autres protagonistes pour les amener dans votre logique? Je pense que c'est les arguments, c'est la justesse des arguments. Lorsque nous allons apporter des arguments justes et vrais, il y a des gens qui ne vont jamais nous écouter, ça je vous le concède, ça c'est sûr. Nous avons des adversaires politiques, nous avons des adversaires sociaux, nous avons des antagoniques là-bas, ça c'est clair. Mais cela ne nous empêchera pas d'amener notre brique à la construction du processus de paix par la vérité, par le langage de paix, par la conquête de la concorde. Et monsieur le Président, Monsieur le Président, aujourd'hui, comme Sana l'a dit, le nord du Mali, surtout Kidal, n'a pas été toujours une contrée de paix, une contrée calme. Oui. Aujourd'hui, quelle est la position de Tamouzok par rapport au groupe belligérant aujourd'hui? Votre position par rapport à ça? Notre position, on l'a dit clairement lors de notre lancement l'autre jour. Nous pensons que la révolte de 1963 était tout à fait normale à cause du contexte de l'époque. La rébellion de 90, c'était compréhensible, elle avait des raisons aussi. Mais aujourd'hui, il ne se justifie pas de prendre des armes, surtout prendre les États pour dire qu'on va diviser un État. C'est pas normal. Nous, Tamouzok, on s'inscrit en faux contre cela. C'est la défense de l'unité et de l'intégrité du Mali et la discussion directement avec l'État du Mali sans intermédiaire.
C'est notre position, ce n'est pas caché, ce n'est pas très loin de la position de l'État et nous n'avons jamais caché notre soutien à la démarche de l'État. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue intermalien. Parce que le peuple malien s'est réuni pour dire voilà les propositions que j'ai faites, des centaines de recommandations. Et c'est ce qu'il faut. Mais nous avons lu ces recommandations, nous nous trouvons dedans et nous avons dit bon, nous allons travailler sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de la rupture de l'accord alors dans ce cas, parce que c'était un instrument quand même de paix qui était là, que tout le monde avait accepté en son temps, y compris vous et tout le monde, toutes les associations, les personnalités qui a. Qu'est-ce que vous pensez de la rupture de cet accord-là qui était un instrument? Est-ce qu'il était opportun, il était nécessaire, utile de rompre avec cet accord qui était un instrument et qui n'allait pas forcément dans le sens de ce que vous avez dit de la scission du Mali contre laquelle vous vous insurgez, mais qui était quand même pour une sorte de décentralisation très poussée, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Vous pensez que l'État que vous accompagnez était dans son bon droit de rompre avec cet accord-là pour... Si vous lisez bien les conclusions du dialogue intermalien, ça reprend pratiquement tout ce qui était dans l'accord, sauf quelques articles, dont l'article 6, qui faisait une espèce de fédération sans le dire. L'accord, si vous voyez les conclusions, c'est ça. Et dans l'accord, il y a tout, la décentralisation, le rapatriement des réfugiés, le rapatriement des gens, une administration adaptée, voilà, occuper les territoires, ainsi de suite. Il y a tout dans les dialogues intermalien. Discuter avec tous les mouvements, y compris les mouvements terroristes. Tout est dans les recommandations. Ça, c'est dans les conclusions. Ça, c'est dans les conclusions de l'accord, oui, c'est dedans. Oh, mais les conclusions, est-ce que vous pensez que l'État que vous soutenez est dans cette dynamique-là d'observer ces conclusions de l'accord quand on entend... Non, pas l'accord, j'ai dit les dialogues du dialogue intermalien, oui. Quand on entend les hautes autorités exclure quand même certaines catégories de protagonistes de cette dynamique, de la nouvelle dynamique de paix, dont les DDR, par exemple, où ils disent que ceux qui sont là et autres là, comme ceux-ci n'avaient d'ailleurs pas été invités au dialogue international, ils étaient absents. Aujourd'hui encore, les autorités estiment qu'il y a une certaine catégorie de protagonistes qui ne sont pas acceptables et admissibles dans le nouveau processus. Est-ce que vous soutenez également cette... Bon, moi je reste dans mon statut d'association, je laisse l'État avoir ses appréciations, parce que l'État et les protagonistes aussi excluent l'État quelque part. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent que bon... mais est-ce que vous, en tant qu'instrument vecteur de paix, cela vous facilite la tâche? Non, pas du tout. La tâche de paix n'est jamais facilitée. Maintenant, c'est au médiateur. C'est-à-dire, c'est à l'association, c'est à la société civile en tant qu'elle de voir le ressort, les liens sociaux nécessaires pour pouvoir avoir le processus de paix. Si c'était facile, Tamouzok n'allait même pas être créé. Oui, Monsieur le Président, Tamouzok, il y a vos frères qui sont en rébellion, si on peut le dire, Abbas Aguintala, Bilal, ce sont vos frères, ce sont vos parents de Kidal. Vous voulez jouer et être un acteur pour la paix. Est-ce que vous êtes prêt à aller chercher vos frères pour parler avec eux au nom de la paix? Absolument. Mais nous avons dit ça à notre lancement qu'il faut dialoguer. On a encouragé le gouvernement à dialoguer avec tout le monde. Et qu'il ne faut jamais désespérer d'un humain, il ne faut jamais désespérer des dialogues. Les Bambara disent que l'être faut là-bas. Donc on ne peut pas régler tous les problèmes avec la guerre. Et le gouvernement l'a bien compris en mettant en place. Parce que qu'est-ce que les gens pensent? Le gouvernement aujourd'hui n'a pas fermé les dialogues. Sauf que le dialogue s'est fait avec le ministère de la Réconciliation directement. Le ministre Ouagui est disposé à aller dialoguer avec toute personne qui ouvre le dialogue en acceptant tout simplement la souveraineté du Mali, son intégrité, sa forme laïque et républicaine. C'est les conditions qui sont posées pour toute personne. Mais le gouvernement ne voudrait pas... Mais vous avez posé, quand je dis vous, je parle de l'État. Vous avez posé des conditions, l'État a posé des conditions d'exclusion. Ceux qui ont maille à partir avec la justice ne sont pas concernés, alors que les vrais belligérants, ceux qui créent l'insécurité, ce sont ceux-là contre lesquels il y a un mandat d'arrêt international. Comment est-ce que vous pourrez réussir la paix si vous ne pouvez pas discuter avec les vrais acteurs de l'insécurité? Bon, moi je pense que Tamouzok n'est pas au niveau de l'État. Il faut toujours faire la distinction entre le ministre que je suis et le président de l'association. Mais on veut la vision de Tamouzok par rapport à ça. Votre position par rapport à ça. Vous pouvez être un conseiller pour l'État.
Absolument. Oui. Oui, comme vous l'avez dit, Al-Rabat, c'est un parent, c'est mon chef traditionnel, moi qui vous parle ici. Mais aujourd'hui, il a une position qui le met là où il est aujourd'hui. Et je le regrette, je suis l'un des premiers à le regretter. Et nous sommes prêts à tout moment à aller discuter avec tout le monde. C'est ça l'avantage d'une association. Nous sommes prêts à aller dire à nos parents, voilà, on discute avec vous, on met les choses sur table, on leur dit ça c'est admissible, ça c'est pas admissible, faisons ça, et les porter à la connaissance de l'État. Je dis les conditions de l'État, c'est-à-dire la ligne rouge de l'État, vous interdit, vous, aujourd'hui, de parler avec vos frères, Al-Ghabass, votre chef traditionnel, et Bilal, parce qu'ils sont sous mandat chose internationale. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous ne pouvez pas demander à l'État d'adoucir un peu sa position par rapport à ce point-là, afin que vous puissiez entrer en contact avec vos frères révoltés? Oui, non, Tamzouk avisera en son temps. Ça, c'est une analyse que le bureau doit analyser et puis voir. Mais certains d'entre nous sont en contact avec eux. On ne peut pas séparer les familles. Nous sommes en contact avec la plupart d'entre eux, en tant qu'humains, en tant que frères. Mais sur le plan juridique, effectivement, leur situation fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être là. Mais notre souhait, c'est que tous les Maliens se retrouvent. Et je pense que le président de la transition lui-même le comprend. Donc vous êtes d'accord que l'aspect judiciaire est un goulot d'étranglement pour l'avancée de la paix? Non. Parce que les principaux acteurs ont des difficultés judiciaires. Non, vous savez, on est dans le domaine politique, tout peut évoluer. Voilà. Est-ce que, Monsieur le Président, l'association Tamzouk, à part les communautés du Nord, est-ce qu'on retrouve des gens d'autres régions du Mali au sein de l'association Tamzouk? Oui, Tamzouk est relativement jeune, elle date du mois de novembre dernier. Donc il y a des gens d'ici dedans, effectivement. Et il y a aussi les cartes qui seront bientôt ouvertes. Et si vous êtes adhérent, si vous êtes d'accord avec nos statuts et règlements, vous serez les bienvenus. Donc c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Oui. On a l'impression que c'est pour les Touaregs seulement. Non, pas du tout. Mais j'ai vu Château, lancement, est-ce qu'elle est membre? Il n'y a pas que Château. Château est président d'honneur. Il y a Mohamed Ibrahim Sissi, l'ancien président qui est président d'honneur. Il y a le professeur Ibrahim Meiga. Il y a Alassane, Soumaïla Alassane dit Bachot, que vous connaissez. Ils sont tous membres fondateurs. Ils sont Daouda Mega, qui sont des métis Touaregs. Voilà. Mais déjà, est-ce qu'il y a des actions posées? Oui, nous avons déjà fait une conférence de presse, nous avons fait un manifeste, nous avons un plan d'action qui est en train d'être peaufiné et nous allons bientôt tourner à l'intérieur et à l'extérieur. Le plan d'action, là, on peut en parler un peu là. Qu'est-ce qui est dans le plan d'action? Le plan d'action, c'est essentiellement de la médiation, n'est-ce pas? C'est sensibiliser, c'est parler, c'est ce qu'une association peut faire. C'est sensibiliser, apporter le message de la paix, le message de la réconciliation, le message de l'entente, sortir un peu des antagonismes violents. Parce qu'on ne peut pas continuer aussi à faire la paix tant qu'un État est attaqué. Un État, c'est comme une personne, tant qu'il ne se sent pas en confiance, il va être toujours crispé. L'instinct de survie. Voilà, l'instinct de survie, merci Chahana. Donc il faut toujours travailler vraiment à amener, si vous voulez, à un affaissement, à réduction du niveau de la violence. Quand la violence va faire, vous allez voir que les Maliens vont commencer à se parler. Oui, et quand on se parle, c'est fini. Monsieur Leda, dans toutes les approches de paix que nous on a connues par le passé, on a toujours parlé de gouvernance. Mais vous avez tendance à ne rendre blâmable que l'autre côté. Qu'est-ce qui est reprochable à l'État? Non. Dans cette situation que nous connaissons, ça ne peut pas être quand même reprochable seulement aux autres protagonistes. Dans la question des pays, il y a l'État, il y a les autres protagonistes. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, il y a une rébellion. Les rébellions, on diabolise les rébellions, mais les rébellions sont quand même reconnues au niveau international, au niveau du droit international, au niveau de l'ONU. Les rébellions sont reconnues. Donc c'est le droit à l'autodétermination qui donne droit à se rébeller. Donc ce sont des processus politiques qui sont reconnus même au niveau de l'ONU. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des objectifs à poursuivre. Et ils ont aussi des revendications. C'est clair, des revendications qui est très souvent très à la gouvernance. Par rapport à cette gouvernance-là, est-ce que votre processus, votre schéma intègre également ce qui est blâmable, ce en quoi l'État pourrait être blâmable en termes de gouvernance? Oui, vous me faites un procès que je ne partage pas. Je ne blâme pas que les autres. On a parlé, ce sont vos questions qui m'orientent. Moi, je réponds à des questions. Maintenant que vous me posez une question sur l'État, je vais vous répondre. On y va. En fait, le problème qui se pose, c'est effectivement, il y a un problème de gouvernance. Je le disais pas plus tard qu'il y a une semaine, dans une grande réunion, où il y avait quand même toutes les autorités, presque toutes les autorités, pas les très hautes autorités, qu'il y a un problème d'administration des populations nomades. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons répliqué les systèmes coloniaux
lorsque le colonisateur était venu, il a partagé le sud en cantons et le nord en tribus. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons supprimé les cantons ici pour les remplacer par des villages et des quartiers. Et au nord, on les a remplacés par des fractions, en faisant de la fraction une entité administrative. Ce qui est impossible. Parce qu'on suit le colonisateur. Lui n'était pas venu administrer, il était venu pour coloniser. Et la colonisation avait 3 ans. Ça, c'est l'administrateur civil qui parle. Non, ça, c'est les Tamouzogues qui parlent. Non, c'est pour vous dire qu'on a ces problèmes au Mali et dans la plupart des États qui sont autour du Sahara, qui gèrent même des nomades. C'est la gestion des populations nomades. Tant qu'on ne sera pas venu à une administration territorialisée, on ne pourra pas gérer le nord. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va vous dire, vous êtes de la fraction Keïta. Je donne un exemple parce que vous êtes devant moi. Ou bien quel Shahada. Et on va vous dire, vous êtes où? On prend votre chef de fraction, il est là. C'est quelqu'un qui ne peut pas, chaque fois qu'il y a une réunion, ici au sud, l'administration va voir le chef de village ou le chef de quartier dans son quartier, on réunit les gens. On leur dit, bon voilà, ici, aujourd'hui, on veut changer, on veut aller à la biométrie, on veut aller à la carte d'identité biométrique. Les chefs de quartier, il y en a accès à conseiller, chacun va informer dans les familles. Mais chez les nomades, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chez les gens. On convoque les chefs de fraction pour qu'ils viennent en ville au gouvernorat. Ils viennent, ils reçoivent le message. Mais ils retournent, ils vont informer à leur famille, 2 ou 3 familles autour d'eux. Il y a une partie de la fraction qui est en Algérie, en Libye, qui n'ont jamais vu ailleurs. Donc il y a un problème d'administration. C'est la même chose quand on donne de l'aide humanitaire. Quand le gouvernement, par exemple, donne de l'aide humanitaire, dans les quartiers ici, vous voyez à la télé, les quartiers, ils viennent, ils partagent. Mais c'est difficile de voir des partages en milieu nomade parce que les gens ne sont pas accessibles. On n'a pas trouvé encore dans la science administrative malienne et même sous-régionale. Le processus démocratique et la décentralisation sous l'ère Konaré a quand même beaucoup changé dans l'administration des populations nomades. Oui, mais elle n'a pas changé la base. On est toujours resté comme la fraction, comme entité administrative. Sinon, on a fait, il y a eu des communes qui ont été créées. Il y a eu des cercles qui ont été créés. Ça a beaucoup associé. L'accord de 91, le pacte national de 91 a beaucoup intégré les Touaregs, les Arabes, sortant un peu des Touaregs, les Arabes et même les Songouis dans le processus. Parce qu'il y a une appropriation par les populations. Mais après 30 ans, presque 30 ans, il est temps aussi de s'arrêter et voir les erreurs et corriger les tirs. Mais tant que, Shahada, nous serons en train de gérer les nomades à partir des fractions qui sont rien d'autre que des héritières de la tribu ou du canton, ça ne pourra pas aller. Ceci étant, est-ce que vous insinuez par là qu'il faudrait dissoudre les fractions? Non, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ceci étant, il faudrait garder les chefs de fractions qui sont des personnalités incontournables et nécessaires. Je vous ai parlé de mes liens avec Al-Ghabbas tout à l'heure, malgré qu'on ait des politiques différentes. Ceci étant, il va falloir garder et trouver un statut aux chefferies. Et je me plains à constater que le gouvernement de la transition a dédié une journée pour la chefferie traditionnelle le 11 novembre et on est en train on les a donné un macaron pour leur donner un signe distinctif pour qu'il ne soit pas banal parmi les gens et on est en train aussi de leur construire des vestibules dans chaque chef-lieu de région afin qu'ils puissent avoir une représentation immobilière et visible. Ça, je le salue. Les chefs de fraction sont incontournables, ils font partie de notre histoire, c'est des régulateurs. Monsieur le Président, il y a une forte contradiction à votre niveau. Vous critiquez le rôle des chefs de fraction, de ce processus administratif, et en même temps vous demandez leur maintien. C'est un peu contradictoire. Non, ce n'est pas une contradiction, vous ne m'avez pas compris. Moi, je ne fais pas la confusion entre la fonction qui leur est donnée maintenant et leur rôle historique. Leur historique, c'est que ce sont les ciments de la société. Ce sont des régulateurs. Ils peuvent beaucoup intervenir. C'est pour cela que nous en avons beaucoup à Tamouzogues. Leur rôle, c'est de réguler la société. C'est d'anticiper. C'est de souder la société chaque fois qu'il y a des fissurations que la modernité amène. Mais ils ne peuvent pas être des administrateurs à la base de la société. C'est différent. Il faut aller à une gestion territoriale. Par exemple, moi je pense comme ça dans ma tête, je n'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus, on peut avoir par exemple un secteur nomade, par exemple, à côté de Taoudéni, mais les membres d'honneur vont être les chefs de fraction et des tribus qui sont là, chefs de fraction qui sont là, et qui vont apporter leur appui. C'est comme ici, au Sénat bientôt, on va mettre, la Constitution prévoit qu'il y ait des chefs traditionnels, qu'ils aient un quota au Sénat. Mais cela ne veut pas dire que c'est eux qui vont gêner totalement le Sénat. Donc c'est des gens, c'est une partie de notre histoire, on ne peut pas la jeter, mais il faut aussi savoir que la modernité fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas jouer certains rôles. Voilà, ils ont des limites. Monsieur le Président, avec la devise, on dit unité, paix, concorde. Quand on rentre dans les perspectives, quelle va être la méthodologie de Tamouzogues vraiment? Est-ce que vous allez parler
avec des chefs de tribus, la jeunesse des localités, l'administration, quelle va être la méthodologie pour les personnes? Votre modus operandi. Oui, nous parlons avec tout le monde. Parmi nous, il y a des administrateurs, il y a des chefs de tribu, comme Bajan, vous connaissez, il y a d'autres. Il y a des chefs de fraction en prison, parce que les tribus sont supprimées au Mali. Nous avons beaucoup de chefs de fraction, nous avons des leaders d'opinion, nous avons des militaires, nous avons des ministres. Nous avons toutes les variétés, toute la gamme de variétés de notre société. Et chacun de nous n'est pas là par hasard, parce que chacun de nous peut parler ailleurs, y compris dans les milieux sédentaires, qu'il faut aussi associer à tout. Parce qu'on ne peut pas faire la paix, parce que je vois dans l'influence, et il ne faut pas qu'on tombe dans l'influence de la communauté. On a comme l'impression que la paix, c'est une question des Touaregs ou des nomades seulement. Non, c'est comme les sédentaires aussi. Parce que qu'est-ce qui fait échouer les problèmes? On est en train de dire aux gens qu'on va créer l'Azawad. Mais les Songoï, là, ils ne vont jamais venir dans l'Azawad. Mais ce n'est pas la réalité historique. Parce que depuis l'état de Koukia au 7e siècle, et l'empire Songoï du 15e au 16e siècle, de Niafunké jusqu'au nord du Ghana et du Togo, les Songoï existent, ils avaient leur empire. Les Touaregs avaient leur confédération et leur royaume à côté. Mais quand vous allez dire à un Songoï aujourd'hui, est-ce qu'il était Azawadien, il va vous dire non. S'il est honnête avec vous, il est descendant de l'Empire Songoï. Donc ce qui peut nous unir, c'est la République du Mali. Mais c'est à la République du Mali de se donner une administration et une gouvernance qui puisse associer tout le monde. Mais dans un proche avenir, que comptez-vous faire? Très prochainement, nous allons commencer nos prises de contact, n'est-ce pas? Et puis d'abord, nous allons ouvrir les adhésions, parce qu'il faudrait que la carte soit disponible à l'intérieur du pays. Aller expliquer le programme. Lorsque nous aurons suffisamment d'adhésions, nous allons utiliser les ressorts de nos adhérents pour pouvoir entrer dans la société civile et sensibiliser les gens à l'unité, à l'intégrité du Mali et à la collaboration pour que tout le monde se mette ensemble pour amener la paix au Mali. Donc vous aurez des bureaux régionaux au niveau des cercles, au niveau des arrondissements. Des arrondissements et à l'extérieur aussi. Oui, dans les pays où il y a de grandes diasporas maliennes. Ça va être un véritable parti politique. Non, pas un parti politique, on est candidat. Une force politique quand même. Une force sociale, disons. Sur quels moyens comptez-vous pour atteindre tous ces objectifs-là? Quels sont vos moyens de financement sur lesquels vous comptez pour atteindre tous ces objectifs-là? Est-ce que vous êtes accompagné par l'État seulement? Vous avez d'autres créneaux? Ils sont certainement accompagnés par Wagé. Le financement aussi. Nous ne pensons pas à argent d'abord. Notre première force... pas argent, il faut quand même des moyens. Quel qu'en soit, il faut des moyens pour faire... Oui, notre première force, c'est d'abord notre volonté. Vous savez, nous sommes convaincus. Et l'homme qui est devant vous est très convaincu que la chance des Touaregs, des Arabes, des Songoï, des Peuls, des Bambana, de tous ceux qui sont au nord du Mali aujourd'hui, c'est la République du Mali. Rien ne peut nous unir que ça. Je viens de vous faire un petit passage historique, c'est de quoi je parle. Si jamais on revient au repli identitaire, Azawad ici, un tel ici, c'est fini. C'est fini de la République du Mali. Et puis on ne pourra plus se retrouver dans un État. Si l'on quitte la République du Mali, on ne peut pas se retrouver dans un autre État. Effectivement, vous avez d'un côté ceux qui contextent l'étendue du pouvoir de l'État sur le territoire malien. Vous avez de l'autre côté des gens qui contextent le fondement même de l'État. Or, vous avez comme principe la souveraineté, vous avez comme le caractère républicain de l'État, vous avez en face d'autres protagonistes de la crise malienne et de la paix, d'autres vecteurs, bien des facteurs de la paix qui remettent en cause les fondements même de l'État tels que la laïcité. Ça, ce sont les djihadistes. Quelles sont les recettes que vous envisagez contre ce phénomène-là? Comment on peut amener ces acteurs-là dans le processus dans le schéma que vous avez tracé? Il y a de qui est votre parent, par exemple. Oui, mais il faut discuter avec les gens, il faut les écouter, il faut voir ce qui est concessible et ce qui n'est pas concessible. C'est pas, tout n'est pas à rejeter dans ce que les gens proposent. Mais le danger, c'est de dire, bon, je ne discute pas avec un tel, je le mets à la porte. Ça, c'est pas bon. Il faut toujours ouvrir. Et le peuple malien l'a compris en les mettant dans les conclusions du dialogue intermalien. Et le gouvernement malien l'a dit, que le dialogue est ouvert. N'est-ce pas? Il est très clair. Mais le gouvernement l'a dit, le dialogue est ouvert. C'est théorique. On n'a aucune démarche pour aller vers les terroristes. Pour aller même vers nos compatriotes même qui créent l'insécurité, qui sont sous mandat d'arrêt international. On ne voit pas. C'est théorique.
Votre conquête de paix est théorique. Qu'est-ce qu'on peut concéder selon vous? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut concéder? Même action, c'est-à-dire que... Quelle action? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la démarche? Quels sont les indices pour aller vers ces gens-là qui sont en réalité des véritables acteurs de l'insécurité? Vous savez, il ne faut pas minimiser ce qui est en train d'être fait. Mais sortez un peu Tamouzak de l'État, parce qu'il faut confondre toujours. Mais peut-être... Non, parce que je ne confonds pas. Tamouzak, c'est qu'en réalité, non seulement... Ça part beaucoup sur la théorie. Non seulement, j'arrive. Non seulement, non. On est en train de voir les conditions dans lesquelles si vous pouvez évoluer. Vous ne pouvez jamais évoluer dans certaines conditions, tant que les choses ne vous sont pas facilitées. C'est ça le problème. Bon, on sent chez votre partenaire, que vous avez dit, que vous assumez d'ailleurs, que l'État, de ne pas faciliter tellement forcément la chose dans le sens que vous êtes en train de nous dire. Non, je pense que c'est un mauvais procès que vous faites à l'État. L'État n'a pas bloqué. L'État fait beaucoup de choses. Mais c'est que l'État n'est pas su du public. Parce que l'efficacité d'une médiation ou d'un processus de paix, c'est sa discrétion. Okay. On ne va pas ici dans la presse quand même dire voilà que Ouaga a fait ci, cela, mais je vous avoue que le ministère de la Réconciliation travaille beaucoup plus que les gens n'ignorent. Alors, il est en contact indirect avec beaucoup de gens que vous ignorez. Est-ce qu'on peut concéder à des djihadistes selon vous? Qu'est-ce qu'on peut envisager de concéder à des djihadistes? Non, bon, ça c'est pas à moi de dire. Moi je suis dans selon vous, non, parce que vous êtes quand même, comme on l'a dit, un conseil, un potentiel conseil. Avec qui? Non, de l'État. De l'État. Bon, je ne vais pas avoir la grosse tête. Je sais que président. On sait par exemple qu'il y avait beaucoup d'avancées dans ce sens dans l'ancien accord qui donnait par exemple à la justice traditionnelle toute sa place dans le règlement par exemple des conflits. Ça c'est vraiment un peu une démarche vers ce qu'on appelle l'application de la charia et autres. Là. Même dans la nouvelle constitution, il y a quelque chose comme ça là-dedans qui n'est pas... Est-ce que vous pensez que ce sont des ouvertures suffisantes ou bien qu'est-ce qu'on peut y ajouter pour que vraiment on ait un terrain d'entente avec... Du côté de l'État, il y a énormément de chances de faire la paix. Parce que même la constitution actuelle prévoit quand même la justice transitionnelle. Il y a quand même beaucoup... L'implication des chefferies traditionnelles, tout est là. Ce que l'État rejette, c'est d'abord l'atteinte à ses principes fondamentaux, sans lesquels il n'y a pas de vie possible entre Maliens. Parce que si vous voulez imposer une religion aux autres, les principes d'une religion dans un pays multireligieux, ça cause un problème. Mais maintenant, en ce que vous me dites quel conseil je pourrais donner à l'État, non, Tamouzak, elle a son plan d'action, elle travaille. Le jour que l'État lui demanderait un conseil, sur le point donné, elle va se réunir et elle va donner son conseil. C'est au cas par cas. Mais on ne peut pas comme ça, on n'est pas un paquet de conseils comme ça qu'on puisse donner. Parce que la crise est multidimensionnelle. Et n'oubliez pas l'implication géostratégique internationale dans la crise. Et Monsieur le Président, l'un des problèmes les plus graves aujourd'hui, c'est le cas des réfugiés. Aujourd'hui, les réfugiés à l'interne et à l'extérieur du pays, aujourd'hui, qu'est-ce que Tamouzak prévoit pour ces réfugiés-là? Parce que c'est un problème assez sérieux. Oui, c'est une de nos principales préoccupations. Effectivement, nous le savons parce qu'il y a beaucoup de gens à Tamouzak qui nourrissent des gens dans les camps de réfugiés. Nous avons de la famille de l'autre côté. On n'est pas différent de ces gens. On est les mêmes. Chana le sait. Nous sommes les mêmes que ces gens-là. Même s'il y a des antagonismes politiques entre nous, quelque part, le sang est le même. Et puis l'histoire est la même, la vie est la même. Donc vraiment, nous sommes très touchés aujourd'hui par la situation de ces gens et nous sommes peinés. Et nous nous réjouissons de constater aussi que les dialogues intermaliens, dans sa première revendication même, la première recommandation, c'est le retour des réfugiés, sécurisés. Les conditions favorisent aujourd'hui leur retour? Le gouvernement, je constate que le gouvernement travaille à cela, mais c'est très difficile de faire revenir l'argent tant que les conflits restent ouverts. Quand au moment où vous voulez faire revenir des gens, d'autres disent non, nous on crée un mouvement pour l'indépendance, d'autres disent que nous allons imposer telle vision, c'est un peu difficile. Il faut arriver, comme je vous l'ai dit, à baisser le niveau de la violence avant d'empêcher certaines choses. Il y a certains réfugiés qui peuvent revenir, certains déplacés peuvent revenir, mais ce n'est pas tout le monde qui pourra revenir tant que la situation n'a pas été complètement circonscrite. La commission Pinochet, parlons-en. Est-ce que... Commission Issoufou. Oui. Pinochet, mais Issoufou. La commission Pinochet. C'est de grands frères comme ça. La commission Pinochet, parlons-en. Est-ce que vous pensez que cette commission pourrait être très utile pour vraiment la paix au Mali? Vous savez, la paix est tellement complexe et difficile que tout le monde peut être utile. Nous constatons que la commission a très bien travaillé
Et aujourd'hui, nous avons des membres de Tamuzok qui sont membres de cette commission aussi, mais qui étaient là, parce que Tamuzok vient d'être créé, mais qui étaient dedans avant. Et nous avons même écrit directement au président Issoufou, dans un autre cadre, celui d'Irganda, pour donner notre offre de collaboration. Aujourd'hui, personne seul n'a la solution de la paix au Mali. Ça, je vais vous le dire. Personne seul, sinon ça serait réglé. Même ceux qui sont en rébellion contre l'État n'ont pas la solution. Parce que certains dans la rébellion ressemblent à des gens qui sont montés sur un arbre, maintenant ils cherchent à descendre, ils ne peuvent plus descendre. Il faut les tendre la perche. Voilà, il faut trouver un moyen de les faire descendre. Ceci, en tout cas, Tamuzok le sait. Tamuzok peut apporter cette contribution. Certains aussi sont dans la rébellion, ils peuvent faire que ça. Certains sont dans le djihadisme et ne peuvent faire que ça. N'est-ce pas? C'est à nous, Maliens, Tamuzok, vous journalistes, gouvernement, de réfléchir et trouver les solutions qu'il faut pour faire descendre celui qui est dans l'arbre, pour convaincre celui qui est dans le terrorisme, pour convaincre celui qui est dans la drogue. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. C'est faisable. Faisable, rien de tout ce qu'ils ont fait est faisable. Mais il faut quand même mettre le temps et puis il faut beaucoup d'énergie et de volonté. Et puis nous avons vu il y a quelques jours aussi qu'il y a certains protagonistes qui se rapprochent beaucoup là, donc les belligérants. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne va pas un peu compliquer vos tâches dans un proche avenir? Antoine, il faut dire les choses clairement. Le FPLA et JNIM sont en train de se donner la main pour subir contre l'État du Mali. Est-ce que ça ne pose pas, ce n'est pas une autre problématique à part? Un frein à vos activités, quoi. Vous savez, moi, je n'ai pas vu de communiqué officiel. J'entends la presse. Hein, j'ai vu des sorties des journalistes et puis des journaux, des chaînes internationales en parler. Mais j'attends d'abord, puisque si c'est fait, on le saura. J'attends d'abord qu'il y ait un communiqué officiel de ces groupes. Vous attendez le dégât pour pouvoir non, pas les dégâts, réagir. Pas les dégâts. Je vais vous dire une chose. On ne peut plus gâter au peuple malien plus que ce qu'on lui a gâté. Le peuple malien a suffisamment de résilience aujourd'hui. Il est habitué à tout. Il a été trahi, trompé. Il y a eu des rébellions, il y a eu du tout. Donc on ne peut plus nous surprendre aujourd'hui. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. On est prêt à tout aujourd'hui, on connaît tout. Mais j'attends d'abord qu'il y ait une déclaration qui nous dit que si cette union avait lieu, qui nous dit que cette union n'allait pas faire une ouverture. Parce que vous pensez quelque chose de difficile, mais ça peut être peut-être, ça peut faire une ouverture. Ils peuvent dans cette union renoncer à certaines choses qui peuvent nous rapprocher d'eux et rapprocher l'État d'eux. Attendons voir. Monsieur le Président, c'est des hommes politiques aussi. Dans votre entendement, est-ce que les rébellions passées, depuis qu'on connaît la rébellion, depuis 1963, est-ce qu'elles étaient inopportunes? La rébellion de 1963 était provoquée justement par la gouvernance et la répression et l'atrocité. Et il y avait une terrible répression là-bas. Cette rébellion, et moi je trouve qu'elle avait des raisons. Je ne dis jamais qu'une rébellion est bonne ou bien qu'il fallait la faire, mais il y a des raisons. La population avait été humiliée, des chefs traditionnels avaient été humiliés. À Larda, on avait humilié l'un de nos plus grands chefs, Zaïd Qatar, avait été humilié. Il y a eu beaucoup d'atrocités et beaucoup d'offenses et de brimades. Donc ça c'était pas. Et Modibo Keïta l'a compris. J'arrive. Celle des années 90. J'arrive. En 1963, Modibo Keïta l'a compris quand il est venu. Comme Modibo Keïta était un homme politique, il a fait une analyse politique. Il a dit effectivement, il y a des renégats, mais il y a une situation qui est là que je ne peux pas laisser. Il faut corriger. Ouvrir des coopératives, ouvrir des écoles, ouvrir des cantines scolaires, réparer certaines injustices et puis vendre le thé, le sucre et le prix de même les premières nécessités au même prix à Bamako qu'à Kidal. Il est parti, comme c'est un homme politique avisé, il s'est renseigné. Après, il s'est vu que vers les années 65, ça a commencé à chuter. Il est revenu en 1966. Et en 1965, il s'est rencontré qu'il y avait des problèmes de santé. Il avait dit d'agrandir les centres de santé et de construire une maternité. Cette maternité devrait être financée à 8 millions de francs maliens. Et l'État malien n'a pu dégager que 3 millions. Ça, c'est l'histoire vraie que je vous donne. Et Modibo avait dit au commandant de cercle qui était là-bas, qui était Dibi Silas, il y a de mobiliser les prisonniers et les militaires et les jeunes et les femmes pour construire la maternité. Je viens l'inaugurer en 66. Il est venu en 66, il a vu que vraiment il y avait trop de répression, il y avait des problèmes. Donc il a fait quelques correctifs. Et il est revenu. Donc en 1968, avec le départ de Modibo, il n'y avait plus d'analyse politique et c'est parti. Ça a rechuté. Et donc, il y a eu les grandes sécheresses avec des détournements et tout ce qui s'est passé. Les brimades ont repris. Quand quelqu'un était mauvais ici, on l'a envoyé comme commandant de cercle ou comme juge là-bas, à Tombouctou ou à Gao. Le nord du Mali était devenu un peu le goulag saharien du reste du Mali. Et donc,
Les gens sont partis en Libye, ils sont partis en Algérie, ils ont été enrôlés dans les armées là-bas, ils ont eu des idées là-bas et ils sont revenus. Et ça a été réglé par le pacte national du 11 avril 1992. Donc, ça c'est extrêmement important. Et je voudrais rendre hommage aussi ici à des gens très importants, à mon grand frère Zaidan Aksida Lamine qui est là, qui a organisé en 1994 une grande rencontre entre Gandakoui et les FPLA, parce qu'il y avait pratiquement un antagonisme entre nomades et sédentaires qui était créé. N'est-ce pas? Zaidan Aksida Lamine a beaucoup travaillé, c'est celui qui a fait la première réunion à Bourem entre Gandakoui et FPLA, qui a permis de rapprocher les populations nomades et les choses. Des gens qui sont nés, qui sont ensemble de tout le temps, quand vous les séparez, c'est pour préparer la scission du pays. Et donc, moi je pense que la rébellion de 90 aussi avait des raisons. Je dis jamais qu'il faut aller à une rébellion. Mais il y a la différence. Des explications. Voilà, il y a la différence entre les rébellions qui ont des raisons et des rébellions qui ne sont pas la peine. Sont inopportunes. Maintenant, l'attaque militaire du 23 mai 2006 à Kidal, c'était pas normal. Parce que c'était dit à une mésentente entre des gens. L'attaque du camp militaire. Oui, l'attaque militaire des camps militaires de Kidal. Chana était l'un des seuls journalistes maliens qui était venu à Xer Daniel à l'époque. J'étais sali. Il m'a trouvé là-bas dans des situations très, très difficiles. L'attaque militaire de Kidal, c'était dit à une mésentente entre des gens, localement et les pouvoirs de l'époque, et une imitation de certains officiers de Kidal. Est-ce qu'il faut mettre les faits à la République parce que tout simplement tu n'es pas content? Là, j'ai dit non. Et 2011 2011, moi je trouve pas que ce soit raisonnable. Monsieur le Président, nous sommes un peu pris par le temps, le technicien fait des signes. Est-ce qu'on va faire la dernière question? Oui, en quelques secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, Tamouzok est une chance pour la paix? Tamouzok veut être une chance pour la paix. Nous voulons d'être créés, nous n'allons pas faire notre propre publicité, nous allons travailler dans quelques années, nous allons venir vous voir et c'est à vous de nous dire qu'est-ce que nous sommes. Alors, vraiment, la dernière question. Ma dernière question, vraiment une question un peu complexe. Oui. Que vaut une paix durable dans une situation d'instabilité et d'irrégularité institutionnelle? Ben là, vous dépassez un peu l'association. Moi, je préfère que vous reveniez à l'association. Et nous, en tout cas, association, nous souhaitons que notre pays se stabilise de bout en bout. Voilà. Monsieur Chana. Merci, Monsieur le Président du grand jury, Monsieur le Président. Peut-être que je vais faire une digression parce que nous avons le Président de Tamouzok, nous avons le ministre de la Communication aussi sur le plateau. Un grand administrateur. Aujourd'hui, il est entré l'application de la taxation et j'ai vu beaucoup de Maliens dans l'incompréhension. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage le bien fondé de cette taxation? Bon, Tamouzok n'est pas dans la politique fiscale de l'État. Nous sommes tout simplement une association d'appui au processus de paix et de réconciliation. Et nous nous limitons à cela. Nous espérons, nous venons juste de commencer, nous sommes tout à fait modestes et nous pensons que nous pouvons jouer un rôle et nous espérons que nous allons faire du bien et que vous allez apprécier. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est la fin des débats. Merci. Nous allons, le jury va se retirer pour la délibération et nous sommes déjà dans le secret de la délibération. Moi, je l'ai dit, Monsieur qui est à votre réquisitoire. Je l'ai dit depuis le départ que vraiment, il avait des circonstances, il jouissait de circonstances vraiment favorables d'avoir été pratiquement le seul ministre de ce gouvernement qui a accepté de venir, peut-être pas seulement à titre de ministre, mais quand même qui a président d'association, qui a su vraiment faire abstraction de son titre de ministre pour se prêter à des questions sur ce plateau-là. Et à cela s'ajoute qu'il est encore un ministre de la Communication. Cela vraiment est un grand symbole puisque ça traduit vraiment son attachement à la liberté d'expression et son attachement aussi à la prospérité, à l'épanouissement des médias privés que nous sommes. Ceci dit, je pense que vraiment nous avons rencontré aujourd'hui un invité très responsable qui s'est donné la lourde responsabilité d'œuvrer à la paix et qui me pense vraiment être à la hauteur des responsabilités qu'il s'est données. Et j'en juge vraiment par ses réponses qui ont été vraiment des réponses d'un homme d'État, ce qu'on peut attendre d'un homme d'État. Et il a su surtout s'illustrer par l'habileté de pouvoir dissocier sa casquette de ministre
de celle du président d'association. Des ministres. Aujourd'hui, là. D'accord. Ça, c'est vraiment une grande habileté qui est également... Je pense qu'il n'y a rien vraiment, Monsieur le Président, à retenir contre quelqu'un qui œuvre pour la paix et qui donne un sens vraiment à son existence pour ramener la paix dans ce pays. Merci beaucoup. Je sais pas, voilà. Et j'ose espérer que M. Takiou ira dans le même sens que... Il ne faut pas espérer dans quel sens je dois. Votre histoire, M. Takiou. Merci, le tout nouveau président. Monsieur le Président, le président de Tamouzok vient d'éviter ma dernière question, qui est une question d'actualité. On en débat partout sur les réseaux sociaux, à la maison, dans les grès. Je le comprends. Il a répondu à toutes mes interrogations, sauf à cette question, parce qu'il dit qu'il n'est pas le fiscaliste du gouvernement. Je l'accepte. Je le tolère. Merci. Je le tolère. Je le tolère, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons en face de nous un homme qui œuvre pour la paix. La paix, oui. Un homme qui est en train de dédier son action pour la paix, pour la réconciliation, pour la fraternité. Parce que ce sont ses frères qui sont dans la rébellion. Ce sont ses chefs qui sont dans la rébellion. Ce sont ses amis qui sont dans la rébellion. Ce sont ses proches qui sont dans la rébellion. Il veut les tendre une perche pour qu'enfin on se donne la main dans un Mali uni et solidaire. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut condamner un homme qui a une telle volonté? Un homme qui tend la main à ses frères. Un homme qui veut faire du Mali un Mali indivisible, un Mali laïque. Que non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui. C'est notre ministre de surcroît, sans complaisance aucune. Je pense qu'il mérite d'être acquitté afin qu'il continue cette œuvre-là, cette bonne œuvre-là, afin qu'il continue cette œuvre-là et qu'il nous revienne un jour ici sur le même plateau en tant que ministre de la Communication pour évoquer les problèmes des journalistes, pour évoquer certaines questions de la nation le concernant. En tant que ministre de la République, vraiment, nous souhaitons le discuter avec lui sur ce plateau. Sur ce, Monsieur le Président, libérez-le. Ok. Le gouvernement a besoin de lui. Donc, je pense que le message est entendu. Donc, à la lumière de ces deux réquisitoires, donc, moi, en tant que président, très indépendamment, vraiment, je prononce l'acquittement. Donc, comme Charles l'a dit, donc, vous pouvez rentrer tranquillement pour aller vraiment travailler pour la paix au Mali. Donc, votre dernier mot en quelques secondes. Oui, mon mot, c'est dire toute l'importance de la presse dans la paix. Vous savez que par la presse, on peut détruire un pays, comme par la presse, on peut reconstruire un pays. Et je veux dire à nos journalistes d'espérer. Les Maliens sont très importants et très forts et très liés. Oui. Quel qu'en soit là où un Malien ira, qu'il soit djihadiste, séparatiste ou autre, il finira toujours par revenir. Okay. Et il faut travailler à cela. Et je compte sur la presse pour ça. Et je félicite mes deux jeunes frères. Et ils m'ont acquitté, mais je les condamne de m'avoir fait parler à Jean à ce moment. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers téléspectateurs, nous vous remercions. C'était le grand jury aujourd'hui. Nous avons comme invité M. Alhamdou Ag Ilien. Il est le président de Tamouzok, l'Alliance pour la paix et la concorde. Il est l'actuel ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Donc, merci, M. Alhamdou. Donc, merci, chers jurés. Donc, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour un autre numéro de grand jury. Ce soir, nous étions avec Awatafili Touré à la réalisation, Fousseni Daou à la technique, Bouakar Djara, donc à la régie. Nous remercions tout le monde. À jeudi prochain pour un autre numéro de grand jury. Merci.